Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons introduire un nouveau concept qui suit justement la vidéo sur les chaînes de Markov et qui est en fait les modèles de Markov cachés ou Hidden Markov Model, donc HMM. Ces modèles-là en fait partent du principe que nos états dans notre chaîne de Markov ne sont pas accessibles et qu'on peut par contre les deviner grâce à des états qui sont liés d'une manière ou d'une autre à cela et qui sont eux accessibles. Ces états peuvent être discrets ou alors ça peut être aussi une variable continue. Et en fait le but ça va être d'associer une loi de probabilité à chaque... Donc voilà, contrairement à la chaîne de Markov classique où les états sont visibles, dans les modèles de Markov cachés, les états sont cachés, on les déduit en fait à partir de nos observations. Et en fait l'idée, donc c'est comme je le dis, d'associer à chaque état caché une distribution de probabilité des états observés. Comme je dis, ces états observés peuvent être une variable continue ou une variable discrète. Dans notre cas, en fait, on va utiliser les rentabilités journalières et on va partir du principe qu'il n'y a que deux états cachés. Les rentabilités journalières, c'est une variable continue, on va partir du principe que les distributions de probabilité qu'on associe à nos états cachés sont des lois normales. Donc on va tout de suite appliquer ce concept-là justement au CAC 40, on va essayer de détecter les régimes de marché, et donc une fois qu'on détecte ces régimes de marché, on va utiliser des stratégies type suivi de tendance avec des moyennes mobiles ou MACD. Et aussi on va juste utiliser en fait une stratégie de buy and hold et on va sortir seulement quand notre modèle nous indique un marché qui est très volatile, donc un changement dans son régime. Et donc quand il y a un changement dans ce régime, on sort de notre position et on re-rentre quand les conditions redeviennent normales. Donc on va utiliser tout un tas de modules. Tout d'abord Panda, YoFinance, NumPy, SciPy, Talib pour les indicateurs techniques, HMMLearn pour justement l'implémentation des modèles de Markov cachés. Et donc comme je dis, on va utiliser des lois normales, donc on importe Gaussian HMM, Matplotlib, Seaborn pour la visualisation, VectorBT pour les backtests et PyFolio pour l'analyse du portefeuille. On va commencer par importer les données du CAC 40 avec YoFinance. Une fois qu'on a ça, on va utiliser une fenêtre d'entraînement pour justement entraîner notre modèle de Markov caché. Donc bien sûr, on va l'entraîner sur un train set, et ce train set, on va pas l'utiliser pour nos backtests. On va utiliser les prédictions de notre modèle out of sample. On commence, on sépare nos données en jeux d'entraînement et jeux de test. On va commencer en utilisant cette syntaxe-là par entraîner un modèle de Markov caché. On va utiliser deux composantes. On va utiliser la matrice de variance full et ensuite le nombre d'itérations 1000. On fit à nos jeux d'entraînement. Donc on prend bien les rentabilités et on va imprimer le score. Une fois qu'on a fait cela, on va associer une nouvelle variable à notre jeu de test qui va nous servir à faire nos backtests. Ça va être en fait les régimes de marché prédits par notre modèle qui est maintenant entraîné sur notre période d'entraînement. Donc là, on fait les prédictions sur notre période de test avec un modèle tout frais, comme en fait dans la réalité on pourrait le faire. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir utiliser Matplotlib pour regarder quand est-ce que notre modèle prédit des changements de régime de marché. Et on voit que c'est vraiment excellent parce que notre modèle nous a permis d'éviter la crise du Covid-19 ici. On rappelle, le modèle là n'a pas vu pendant l'entraînement ce jeu de données là. Donc les prédictions sont viables et sont comme si sont out of sample, donc comme dans la réalité en fait, on a bien entraîné sur avant 2010 et on a fait les prédictions après 2010. Et on voit que ça marche très bien. En 2011, il a détecté un changement de régime de marché. Pareil ici aussi, on voit que pendant les crises, là où il y a de fortes volatilités, on détecte à chaque fois un changement de régime de marché. Et donc on voit tout de suite qu'on pourrait sortir de position pendant ces crises-là. Une fois qu'on a fait ça, on va associer donc à des variables quand est-ce que en fait notre marché extrême, donc toutes les fois où ici c'est en vert. On va appeler ça marché extrême, de conditions de marché un peu extrêmes. Et pareil pour un marché avec des conditions normales, peu volatiles et qui suit des tendances bien marquées. Une fois qu'on a ça, on va afficher les distributions des différentes rentabilités pendant ces conditions de marché. Et on voit très clairement que déjà, qu'est-ce qu'on observe? Quand notre modèle détecte un marché extrême, eh bien on voit que la distribution empirique, densité de probabilité empirique, est clairement donc déjà à une moyenne qui est en dessous de 0, donc on a plus de champs, l'espérance de rentabilité est négative, et en plus on voit que c'est clairement beaucoup plus volatile, c'est très très volatile. Et pareil ici, au contraire, quand notre modèle prédit un marché avec des conditions normales, on voit que notre distribution est beaucoup plus centrée, moins volatile, et avec
une espérance de rentabilité un peu supérieure à 0. Donc c'est très intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer notre MACD, les moyennes mobiles exponentielles pour notre stratégie de suivi de tendance. Une fois cela fait, on va pouvoir commencer les backtests. Donc comment on va procéder? C'est tout simple, on commence par associer nos prix, donc c'est adjusted close qu'on a pris au tout début. Bien sûr, on travaille toujours avec notre jeu de test où l'on n'a pas vu pendant l'entraînement du modèle, toujours avoir des résultats qui sont viables. Une fois que cela fait, on va partir sur plusieurs stratégies. En fait, on va déjà utiliser une suite de tendance. Le MACD, tout simple. On va dire que quand le MACD est au-dessus de signal et que on a bien des conditions de marché qui sont normales, et bien là on long. Si c'est le contraire, si soit le MACD est plus petit que signal, donc on a un signal de vente, ou alors notre régime de marché prédit est extrême, et ben là on sort de position, on ne traite pas. Et de même, pour les moyennes mobiles, quand notre moyenne mobile donc exponentielle 50 est au-dessus de notre moyenne mobile exponentielle 100 et que notre régime de marché est bien en conditions normales, on va long. Si notre moyenne mobile 50 est plus petite que notre moyenne mobile 100 ou que notre régime de marché est en extrême, et bien là on sort de position. Ça donc c'est signal de sortie ou il y a deux possibilités de sortie en fait de position. Et donc la dernière, donc HMM entry et HMM exit, en fait cette stratégie ça va être tout simplement le fait de garder une position longue quand notre modèle de Markov caché nous prédit un régime de marché normal, donc égal à 0, et quand il nous le prédit un marché extrême, donc égal à 1, par exemple la crise du Covid ici, ou en 2016 ici, et bien là on sort de position, tout simplement. Ensuite il faut qu'on on calcule les benchmarks, donc le buy and hold du CAC 40, tout simplement, et avec Vector BT, donc on fait vbt.portfolio from signal pour créer notre backtest. Ensuite, on récupère nos rentabilités et on peut commencer à analyser nos backtests. Pour commencer, on va voir EMA Return. Donc pour la première, on va analyser la stratégie avec les moyennes mobiles de suite tendance. Qu'est-ce qu'on observe? Bon, tout d'abord, elle a fait des rentabilités annuelles en moyenne de 4,4%. Au total, donc de 2010 à 2023, donc maintenant, elle a donné 80% de rentabilité et avec une volatilité annuelle de 11%, ce qui nous donne un ratio de Sharpe de 0,43, un ratio de Sortino de 0,60, et ce qui est intéressant, c'est au niveau du ratio de Kalmar. Au niveau des drawdowns, on a moins 15%, donc comme on peut le constater ici, ça permet de réduire les drawdowns par rapport à notre stratégie, par rapport au buy and hold, qui a des drawdowns beaucoup plus importants. Par exemple, pendant la crise du Covid, là, ça nous permet de ne pas subir de grosses pertes. Donc cette stratégie est déjà meilleur que le buy and hold, on peut le voir ici. Même au niveau du Sharpe ratio, c'est très correct. Ce qu'on peut constater, c'est justement le bêta du portefeuille qui varie dans le temps. Il est à 100% quand on est 100% positionné, et vu qu'on va sortir de position en fonction des moyennes mobiles et de notre modèle de Markov caché, il va varier pendant des périodes. Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'on génère de l'alpha ici. On a 3% d'alpha, ce qui est plutôt correct, avec un bêta bien inférieur à 1. Donc ça peut être intéressant d'utiliser cette stratégie justement si on veut être le moins possible, être un peu moins exposé aux variations du marché. Ici on peut constater la volatilité roulante sur 6 mois, au fil du temps. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe que quand le marché est très volatile, nous, au contraire, on arrête de l'être. Vous voyez, pic de volatilité, et nous, notre volatilité diminue. C'est normal vu qu'on sort de position dans les périodes de crise. Ici, on peut voir les drawdowns au fil du temps, qui ne dépassent pas 14 ou 15% à peu près. Ici, les rentabilités tous les mois, et à peu près chaque année, qu'est-ce qu'on a fait comme rentabilité. Donc on voit que il y a beaucoup plus d'années où on finit en positif. 2021, on finit à plus de 20% de rentabilité. 2021. Et le max, c'est à peu près, on finit les années à 10%, moins 10% de perte au max. On voit que par contre, il y a beaucoup de fois où on sort de position, ce qui crée un pic ici à 0% de rentabilité dans la distribution de nos rentabilités justement. Maintenant, analysons MACD. Donc, c'est à peu près similaire, je vais passer vite là-dessus. C'est même moins bien en fait, au final on a un Sharpe ratio de 0,33. Des drawdowns qui sont moins élevés. La stratégie est moins volatile, mais on voit que c'est pas terrible en termes de performance. Par contre, on a un bêta encore plus faible, un alpha plus faible, mais là on est encore plus neutre vis-à-vis du marché avec cette stratégie. On peut constater que par contre notre meilleure année est 2019 et non 2021. Et enfin, potentiellement le plus intéressant, parce que celui qui nous demande le moins de
de sortie de position et de réajustement de portefeuille. Et en plus, ce qui nous donne des résultats très intéressants, c'est seulement en fait la stratégie de juste écouter notre modèle de Markov de Markov caché pour sortir de position quand il nous prédit que il y a un changement de régime et que le marché devient trop extrême, trop volatile, ou en tout cas qu'il a un comportement différent d'habitude. On voit que déjà la performance est de 8,36% en moyenne annuelle, avec presque 200% de rentabilité sur toute la période au total, ce qui est bien supérieur, on le voit ici, au benchmark, avec un Sharpe ratio de 0,62. On rappelle que c'est basé sur le CAC 40, hein, c'est encore mieux, vous pourrez le faire vous-même, mais les performances sur le S&P 500 qui offrent des rentabilités bien meilleures que le CAC 40, c'est encore mieux, même bien mieux. Et donc avec une volatilité de seulement 14%. On constate que les drawdowns max sont un peu supérieurs par contre. Les stratégies de suivi de tendance, pareil pour le bêta, on est plus exposé au marché mais en même temps on a un alpha beaucoup plus élevé. Donc une surperformance au marché beaucoup plus importante. Inexpliquée justement par les variations de ce même marché. On voit que nos pires drawdowns en fait ils ont été justement très récents, en 2021. Donc après la période... le gros bull run et le début des problèmes, l'inflation, la guerre en Ukraine, tout ça. Donc là, on a eu nos plus gros drawdowns. Si on utilise le modèle sur le S&P 500, cette période-là est beaucoup mieux détecté par notre modèle comme un changement de régime de marché. Parce que ça peut s'expliquer parce que le S&P 500, en fait, on a un historique pour entraîner le modèle qui est bien supérieur à celui du CAC 40. De plus, le S&P 500 a donc une espérance de rentabilité déjà de base plus élevée que le CAC 40. Là, j'ai pris le CAC 40 pour exemple, mais il est plus intéressant si on veut utiliser cette stratégie de, par exemple, l'utiliser comme une stratégie d'investissement dans des ETF avec l'ETF SPY par exemple, et donc sortir quand notre modèle nous prédit exactement de la même manière qu'ici, quand notre modèle nous prédit un marché qui change de régime. Vous pouvez aussi tester différents. Vous pouvez mettre, là on a essayé avec 2 états possibles, mais on peut essayer avec 3, 4, etc. et voir si les résultats sont meilleurs. Ce qu'on constate aussi, c'est un sortiment ratio plus élevé que le Sharpe ratio. Donc potentiellement une asymétrie en fait dans notre volatilité. Dans le sens où la volatilité n'est pas symétrique. Il y a plus de... Car on rappelle que le sortiment ratio, c'est une sorte de Sharpe ratio, mais où l'on compte la volatilité seulement pendant les baisses, en fait. Ou pendant les baisses en dessous d'un certain seuil. Donc, vraiment bien meilleur que les autres précédemment. Et si on devrait choisir une stratégie, ça serait clairement celle-ci. Par exemple, si on a un PEA, on pourrait faire un portefeuille avec des actions top 10 des actions du CAC 40 et utiliser ce modèle-là pour sortir notre portefeuille au bon moment et justement être exonéré et avoir les avantages fiscaux du PEA, tout en ayant une performance très intéressante. Contrairement au CAC 40 qui est plutôt médiocre comparé au S&P 500. Donc ça peut être très pratique justement d'utiliser cette méthode-là. Pareil, même logique ici, sauf que c'est encore mieux. On voit que c'est beaucoup plus stable. Notre volatilité n'a pas de cluster, est beaucoup moins hétérocédastique que le benchmark, donc le CAC 40, pardon. On voit clairement que les clusters, on les diminue et que quand il y a un changement de régime de marché, on sort et nous, on reste stable tout le long de la période. C'est beaucoup plus intéressant. On voit que la moyenne de Sharpe ratio est un peu en dessous de 1, donc 0,60. On a des pics jusqu'à 4. On voit que c'est très linéaire comme croissance au niveau des rentabilités cumulatives et que les drawdowns donc sont en moyenne très faibles, à part là malheureusement en 2021 où on a eu un pic à 24% en dessous. On voit ici qu'on a encore mieux, quasiment tous les mois on finit en positif, à part en 2018, 2020 et 2022, ce qui est très correct. Ici on voit qu'il y a des mois jusqu'à presque 10% de rentabilité. Donc voilà, cette stratégie, si on devrait choisir une utilisation parmi les 3 stratégies, une utilisation des modèles de Markov cachés par rapport aux 3 stratégies qu'on a utilisées. Mais après, ça dépend si l'on souhaite justement être le moins exposé au marché possible. On peut utiliser le MACD tout simplement, car c'est celui qui offre le bêta le plus faible. Mais si l'on souhaite purement en termes de performance, de ratio de Sharpe et d'alpha, la meilleure stratégie serait clairement de juste faire et en plus qui aura potentiellement le moins de frais de trading, car on sort très peu on garde souvent nos positions, donc au niveau des frais de trading, on serait très faible. Et ici, on aurait une performance qui serait nettement supérieure à celle que fait le CAC 40, avec un presque 200% en 13 ans. Donc c'est très bien. On parle bien sûr en rendement cumulatif. Donc voilà, ça sera tout pour les modèles de Markov cachés et leur utilisation pour gérer le risque et utiliser ça dans une stratégie de trading
à long terme plutôt. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un like, vous abonner, commenter. Et si vous souhaitez travailler avec moi sur divers projets en rapport avec la finance quantitative ou la science des données, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn en description ou sur mon compte Malte qui est aussi en description. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.